Je viole une vieille dans la rue, je la massacre, je prends ses bijoux, je vais les vendre. On ne va pas parler du commerce de bijoux. Ça n'a pas de sens. C'est d'abord un crime. Et c'est ça, la dimension criminelle qui est absente dans la façon dont les historiographes occidentaux racontent cette histoire. C'est pour ça qu'ils nous embarquent dans l'ornière de traite. Et j'ai voulu refuser ce thème. D'ailleurs, mon second ouvrage, dans le titre, il y a Yovoda. Nos parents, dans le golfe de Guinée, qui ont subi ces événements, ont donné un nom sans aucune équivoque. Ils appellent ça Yovoda. Ce qui signifie Yovo blanc, da crime, le crime de l'homme blanc. Ils n'ont jamais parlé de traite. Alors, bonjour Klapopo. Bonjour, cher frère. Bienvenue sur le média Katiopa. Très heureux d'être reçu par Katiopa. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Alors, je suis Klapopo, j'ai 56 ans. Je suis dans la vie active, je suis consultant en initiative économique et solidaire. J'ai mon propre cabinet basé en Martinique, qui est le cabinet Oudjama Conseil. Et par ailleurs, je suis militant panafricaniste, écrivain, conférencier spécialiste du panafricanisme. Donc, je suis militant depuis plus de 20 ans et conférencier depuis une dizaine d'années. Conférencier écrivain depuis une dizaine d'années. Ok, donc vous avez une formation académique en économie. Oui, mon parcours, mon cursus académique est effectivement plutôt économie. J'ai un diplôme de l'Institut des techniques de provision économique et sociale du CNAM Paris. C'est un bac plus 5. J'ai une maîtrise de sciences économiques Université Paris 8. J'ai un 2 à des sciences politiques aussi. Voilà. Je fais aussi des études comptables supérieures. Voilà. Ok, et donc qu'est-ce qui vous amène à traiter de l'histoire de l'Afrique et à vous intéresser à ce combat panafricain? Je crois que c'est l'année où je terminais ma maîtrise, donc c'est au milieu des années 90, à l'Université Paris 8. Un jour, je travaillais au McDo pour payer mes études. Hein. Donc parfois, quand je faisais l'open, 6 h du mat, et que j'arrivais à 10 h à la fac. Parfois, entre midi et deux, j'avais un gros coup de barre. Et un jour, je suis allé à la bibliothèque. Et en général, mon astuce, c'était de prendre un livre, faire seulement le lit et dormir. Dormir un quart d'heure, 20 minutes, le temps de... Voilà. Et là, vous êtes tombé sur quel livre? Discours sur le colonialisme. Aimé Césaire. Voilà, et là j'ai pris une claque parce que j'ai fait quand même les premières années de mes études en Afrique, hein, jusqu'à l'âge de 23 ans. Donc j'ai fait un bac plus 2, certificat d'études préparatoires en comptabilité, en expertise comptable. J'ai commencé un premier cycle d'expertise comptable en Afrique, donc j'ai fait des études en Afrique. J'avais jamais rencontré le discours. En Afrique? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. J'avais jamais rencontré le discours sur le colonialisme. Bien entendu, j'avais entendu parler des cahiers de retour, voilà. Et là, je prends une claque. Au lieu de dormir, je ne dors pas, je lis le texte parce qu'il est court et très, très saisissant. Donc, je prends des claques à chaque fois, quoi. C'est des punchlines, quoi. Voilà. Et je crois que vers les 20 premières pages, Aimé Césaire dit, à propos de Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop, c'est l'ouvrage le plus audacieux qu'un nègre ait jamais écrit et qui comptera certainement pour l'avenir de l'Afrique. Quelque chose comme ça en substance, on peut retrouver la phrase. Je dis, c'est pas possible. Là, vous décidez... Déjà, discours sur le colonialisme, ce que je suis en train de lire, j'ai jamais entendu et c'est trop fort déjà. Et s'il y a un autre ouvrage plus audacieux que ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Qui est Cheikh Anta Diop? Et du coup, voilà, c'est Césaire qui me tient la main et qui m'emmène vers Diop. Et évidemment, je cherche l'ouvrage de Diop à la bibliothèque que je ne trouve pas. Et je vais à Présence africaine à l'époque. Et là, voilà, c'est comme ça qu'au milieu des années 90, mon itinéraire intellectuel, académique bifurque vers le panafricanisme, vers nous-mêmes. Et alors, j'ai l'habitude de dire que j'ai été à l'école j'étais à l'école des Blancs. Il a fallu que j'en sorte pour retourner à l'école de nous-mêmes. Et c'est vraiment Césaire, Aimé Césaire, qui m'oriente vers là. Et
C'est curieux. Quelques décennies plus tard, je me retrouve à vivre en Martinique, au pays d'Aimé Césaire. C'est très lié donc à Aimé Césaire. Ah oui, 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 ça c'est... Ouais. Alors, vous n'allez pas me dire que National Agriculture, vous l'avez compris tout de suite, dès la première lecture. Non. À moins que vous soyez un génie comme chez Cantet. Non, 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 non. On n'est pas habitué à lire ces choses, donc Bien on ne sûr. comprend pas tout de suite. Ouais. Et moi, je sais que je sais pas, je l'ai lu plus de 3 fois. Ouais. Ouais. Alors, parfois, on le lit entièrement. Après, on lit chapitre par chapitre en fonction de ses préoccupations du moment. Donc, quand j'étais étudiant, je l'ai lu d'une traite. OK, j'ai rien compris, ça, je pense que voilà, c'est normal. Et après, je suis revenu, par exemple, quand je commençais à écrire moi-même ou bien à faire des interventions, on va toujours voir le doyen pour s'assurer qu'on ne raconte pas des bêtises sur tel sujet, voilà. Que ce soit sur la spiritualité ancestrale, que ce soit sur l'organisation politique des États ancestraux, etc. quoi. Bon, ouais. Ok. Alors, ça fait 20 ans que vous vivez en Martinique? Non, ça fait plus de 25 ans que je fréquente la Martinique, mais ça fait seulement 4 ans, depuis 2016, que je suis installé en Martinique. Vous avez été bien reçu en Martinique? Oui, oui, bon, je connaissais depuis, moi, le premier jour que je suis allé en Martinique, je me suis senti comme à Abidjan, comme en Afrique. Donc, voilà, j'ai pas eu de problème particulier. Alors, quel a été le sentiment de votre famille lorsqu'ils ont vu que vous vous désorientiez du chemin, on va dire, naturel de beaucoup d'Africains, c'est-à-dire église, maison, université européenne, lorsqu'ils se sont rendus compte que leur enfant ne suivait pas les schémas de beaucoup d'Africains aujourd'hui? Alors, c'est une question intéressante. Disons que j'ai souvent cloisonné. Et comme depuis l'âge de 23 ans, je vis quasiment plutôt loin de mes parents, de mes géniteurs qui sont décédés depuis d'ailleurs, j'ai jamais eu vraiment ce problème. Et à chaque fois que je suis en famille, je parle de tout sauf de ça. C'est un peu mon jardin secret. Et par exemple, mes ouvrages, je pense qu'aucun membre de ma famille n'a jamais lu aucun de mes ouvrages, ni participé à aucune de mes conférences. Alors que j'ai bientôt 60 ans, les gens ne savent pas autour de moi ce que je fais et ça ne me dérange pas. Je le fais avec ceux qui s'intéressent, c'est tout. Donc chacun choisit sa voie. Chez nous, ça a toujours été le cas et ça ne pose pas de problème particulier, quoi. Et vous êtes tolérant avec les membres de votre famille qui... Bon, je les plains quand ils vont à l'église, par exemple, mais, mais je ne vais pas les empêcher de faire ce qu'ils font, du moment que voilà, je peux faire ce que je veux aussi. Ok, alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez été l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels un ouvrage intitulé Traite négrière, critères afrocentrés d'une négrophobie académique. Dans cet ouvrage-là, vous donnez un point de vue inédit de l'esclavage transatlantique. Alors déjà, doit-on parler de traite négrière ou les Africains devraient-ils eux-mêmes décider du nom qu'ils doivent donner à ce qu'ils ont vécu? Alors, inédit, je dois nuancer, surtout que la circonstance l'exige. Le premier ouvrage à avoir, à mon humble connaissance, ou tracer ce sillon, c'est celui du doyen Bouin-Babong, quand l'Africain était l'or noir de l'Europe. Donc, on va dire, l'économie argumentaire de mon ouvrage est déjà dans le travail du doyen. Donc, ça, c'est clair. Ce que j'apporte, c'est une critique circonstanciée d'un ouvrage publié par Olivier Pétré-Grenouillot qui est sorti au milieu des années 2000, je crois que c'est en 2004 ou en 2005. Et donc, c'est vraiment ça la différence. C'est-à-dire, le doyen écrit, fait une thèse générale sur le sujet, et moi, je confronte les différentes thématiques de cette thèse avec la thèse contraire qui est emblématisée par l'ouvrage d'Olivier Pétré-Grenouillot. C'est ça la différence. Donc, ce n'est pas vraiment inédit ce que je dis, sauf que... Cette réponse à Pétré-Grenouillot n'a jamais été donnée. D'une part, et d'autre part,
ça va faire, on va dire, un deuxième contributeur dans cette voie. Après, il y en aura d'autres. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de frères et sœurs qui sont très à l'aise dans cette voie. Et l'historiographie dominante n'impressionne plus ceux qui se renseignent un peu sur le sujet. Donc, c'est ça. Peut-on parler de traite négrière au pluriel? Ça, c'est des stratégies discursives de ceux qui veulent nous en fumer. Parce que c'est comme ça que vous avez intitulé votre livre. En guillemets. Okay. Parce que je reprends le titre d'Olivier Pétré-Grenouillot, qui lui, voilà, parle de traite négrière. Donc je le mets en guillemets, et pour bien établir qu'il n'y a jamais eu plusieurs traites négrières, que si on reste dans sa logique à lui, il n'y en a qu'une seule. La seule déportation ayant eu pour seul objet les Africains, les nègres, c'est la déportation transatlantique. Donc il n'y en a pas eu deux. La seule qui se soit concentrée sur les Africains, c'est celle-là. Les Arabes déportaient tout ce qu'ils trouvaient, que vert, orange, vert, jaune, etc. Et en particulier les Blancs. Donc on ne peut pas parler à leur propos de traite négrière. Ça c'est un. Deux, le terme traite lui-même est une insulte à l'intelligence de ceux qui l'emploient. Parce qu'il s'agit d'abord d'un crime contre l'humanité. Un crime n'est pas une traite. Or, l'expression traite, le terme traite, invoque la dimension commerciale. Voilà. Je brûle le village des gens. Ils s'enfuient, je tue et je rasie les vieux meurent dans les incendies, je rasie quelques jeunes, etc. À aucun moment il s'agit d'un commerce. C'est un crime. Qu'après j'aille les vendre. Je viole une vieille dans la rue, je la massacre, je prends ses bijoux, je vais les vendre. On ne va pas parler du commerce de bijoux. Ça n'a pas de sens. C'est d'abord un crime. Et c'est ça, la dimension criminelle qui est absente dans la façon dont les historiographes occidentaux racontent cette histoire. C'est pour ça qu'ils nous embarquent dans l'ornière de traite. Et j'ai voulu refuser ce thème. D'ailleurs, mon second ouvrage, je l'ai intitulé, en fait, dans le titre, il y a Yovoda. Nos parents, dans le golfe de Guinée, qui ont subi ces événements, ont donné un nom très, sans aucune équivoque. Ils appellent ça Yovoda. Ce qui signifie Yovo blanc, da crime, le crime de l'homme blanc. Ils n'ont jamais parlé de traite. Donc, de notre point de vue, ce n'est pas une traite, c'est un crime. Tout à fait. Et de votre point de vue, les Africains n'ont aucune responsabilité dans ce crime, même partiel? Non, une responsabilité est... Bon, oui, elle peut être partielle. Non, je préfère parler de complicité plutôt que de responsabilité. Qu'est-ce qu'un responsable? C'est quelqu'un qui répond d'un dommage causé à autrui. Je peux être responsable d'un dommage que je me suis causé à moi-même. Mais il faut bien comprendre ce qu'on dit. Ça veut dire que les Africains se sont vendus eux-mêmes aux autres. C'est ça la responsabilité. Maintenant, y a-t-il eu des complicités? A-t-on, le système a-t-il suscité des complices? Ça, c'est tout à fait normal. Hein. À Auschwitz, il y avait des Juifs. Il y a eu 150 000 Juifs dans l'armée hitlérienne, par exemple. Parmi les industriels, les financiers qui ont soutenu le nazisme, il y a des hommes d'affaires juifs. Hein. Il y en a, ça c'est largement documenté. Donc, susciter des complicités, c'est une chose. Imputer la responsabilité en est une autre. Et sur ce point précis de la responsabilité, je ne vois pas aucun Africain responsable de quoi que ce soit. La bulle papale n'a pas été signée par un Africain. La bulle papale date de 1444, du 15e siècle. En tout cas, il y en a eu plusieurs. Il y a la Romanus Pontifex et puis il y a une autre. Donc, voilà, les bulles papales n'ont pas été signées par les Africains. Le Code noir n'a pas été paraphé par aucun... parce que c'est quoi un responsable? C'est quelqu'un qui répond d'une communauté. Et quel est l'Africain qui a jamais signé une traite ou bien même... on dénombre plus de 400 assientos. C'est quoi l'assiento? C'est un privilège décerné par le roi du Portugal, qui est ensuite devenu Portugal et Espagne, la Castille, à un businessman pour aller déporter des Africains dans un territoire donné qu'il estime être le sien. Il y en a eu 400. Donc, ces droits d'aller trafiquer des Africains n'ont jamais été signés par aucun Africain au profit de personne. Donc, rien. Il n'y a pas de responsabilité de mon point de vue. Et vraiment, là-dessus, je suis
catégorique. S'agissant des complicités, il y en a toujours eu et on peut les identifier effectivement. Ok, donc partant de là, est-ce qu'on peut considérer que les chefs d'État actuels de certaines dictatures africaines sont responsables ou complices? Voilà. Bonne question. Ben, ils sont complices, ils sont responsables de quoi? Ils ne répondent même pas de leur propre personne. En général, on les a cooptés pour les déposer là. Et ils sont responsables de quoi? Ils ne répondent même pas de leur propre personne. En revanche, ils sont complices, oui. On leur donne des miettes, qui se gavent des miettes, pour vendre toute leur famille, pour vendre toutes des nations, pour dilapider les ressources naturelles d'un continent entier et laisser mourir des millions de continentaux. Oui, ils sont complices du système qui les nourrit, mais ne sont pas responsables de ce système. Et alors, qu'est-ce qu'on dirait des membres du Bilderberg, de la trilatérale, de la famille Rothschild? Je ne sais pas, moi. Il faut être sérieux. Non, il peut y avoir différentes échelles de responsabilité, mais la complicité, elle est patente. Des Ouattara, Compaoré, consorts, oui, ils sont complices, oui, bien sûr. Il y a des gens qui se fourvoient dans le panafricanisme et qui pensent que le panafricanisme, c'est prendre le pouvoir d'État et continuer de gérer nos sociétés comme on gère une société occidentale. C'est-à-dire démocratie, élection, l'économie comme ça. Je ne suis pas dedans. Je suis panafricanisme afrocentré. De mon point de vue, le panafricanisme, c'est prendre le pouvoir d'État pour réhabiliter nos institutions et pratiques ancestrales.